Voilà, normalement, là, sur Facebook, c'est affiché comme prévu. Ok, je pense qu'on va tout doucement commencer. Du coup, bonjour à tous et bienvenue à ce premier YouStart Live sur le thème Entreprendre en tant qu'influenceur. Je m'appelle Natacha, je suis vice-présidente de la région bruxelloise pour YouStart et aujourd'hui, c'est moi qui animerai cette conférence en compagnie d'Estelle. Je la laisse peut-être se présenter. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour, je m'appelle Estelle et je suis Event Manager chez Startechec. Tout d'abord, un grand merci à tous d'être présents. On est vraiment très contents et très optimistes pour ce live. En quelques mots, Ustart, c'est quoi? C'est le plus grand club entrepreneurial de Belgique créé par des étudiants pour des étudiants.
dont l'objectif est de promouvoir et sensibiliser à l'entrepreneuriat. Il faut savoir que derrière ce projet, il y a toute l'équipe du Start Bruxelles, donc on tient à les remercier. Et dans ce contexte, nous avons la chance d'accueillir ce soir 4 entrepreneurs et influenceurs belges. France de Made by F, Justin Petit, Céline de I Do It Myself et la startup Be-Influence. Oui, merci beaucoup à tous les intervenants d'être là ce soir pour partager leur passion et leur motivation avec nous. Avant de commencer, juste un petit rappel sur le déroulement du live. Donc, on a prévu quelques questions clés qui vont nous aider à guider ce débat. Si vous avez des questions en tant que participant, vous pouvez toujours les poser via le chat. Estelle vous lira et on sélectionnera quelques-unes pour les poser à nos intervenants. Elle sollicitera aussi parfois votre interaction via le chat. Et d'ailleurs, on propose de faire un essai tout de suite. Si vous nous entendez bien, répondez à la question d'Estelle via le chat ou mettez simplement oui, ce sera déjà parfait. Oui, donc pour voir si tout fonctionne correctement, vous pouvez réagir dans le chat. Donc, est-ce que vous nous entendez bien? Et surtout, est-ce que vous voyez tous les participants, tous les intervenants? Ça m'a l'air OK. Juste un petit détail, si vous voulez réagir sur le chat, il y a un petit A en dessous du chat et vous devez mettre tous les conférenciers et participants. Voilà, juste ce petit détail. Je pense que c'est OK, super. Ouais, c'est OK. Parfait. Et du coup, laissons la parole à nos entrepreneurs pour en savoir un petit peu plus sur eux et sur leur parcours. Et je propose qu'on commence par France de Made by F. Est-ce que tu pourrais te présenter et parler brièvement de ton parcours? Comment est-ce que tu es devenue influenceuse? Ok, donc moi je m'appelle France et effectivement je suis plutôt connue sous le nom Made by F qui est mon pseudo sur Instagram. J'ai commencé à bloguer en novembre 2014 et à cette époque donc j'étais principalement sur le blog et ensuite j'ai bougé vers Instagram. Mes sujets de prédilection, ça a pas mal évolué. Au début, c'était très axé mode et beauté. Et maintenant, j'ai aussi pas mal de littérature, voyage. Je dirais que c'est lifestyle. Voilà, ça regroupe tout ce qu'on peut retrouver là-dessus. Avant d'être Instagrammeuse, j'étais avocate en droit des affaires. Donc, j'ai fait mes études d'abord à Saint-Louis, puis à l'UCL. Et j'ai été donc avocate en fusion-acquisition pendant 6 ans. Et un jour, j'ai eu un grand wake-up call qui s'appelle Burnout. Du coup, j'ai été en congé maladie. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai démarré mon blog. Ça faisait longtemps que j'avais ce projet-là en tête, mais je n'osais pas trop me lancer. Et donc, ça a été à la base plutôt quelque chose de thérapeutique. J'ai repris ensuite mon boulot pendant 6 mois pour réaliser en fait que je voulais absolument plus faire ça. Et je me suis donné 1 an pour en fait développer vraiment mon compte et être en mesure d'en vivre. En fait, quand je suis arrivée en Belgique, il y avait très peu de personnes. Je crois qu'il y avait personne ou peut-être 1 ou 2 personnes qui vivaient vraiment on va dire, du marketing d'influence à l'époque. Mais je savais que dans les autres pays, c'était déjà le cas. Et donc, je sentais que ça arrivait aussi en Belgique. Donc, je me suis donné 1 an et puis voilà. On t'entend pas. Voilà, avec le micro activé, c'est peut-être mieux, je pense. Merci beaucoup en tout cas. Je propose qu'on passe la parole à Thomas de la startup Be-Influence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours et comment tu as eu l'idée de créer cette startup? Ouais, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Thomas, j'ai 24 ans et je suis un des 2 cofondateurs de Be-Influence. Be-Influence, c'est quoi? C'est l'agence leader en Belgique pour les nano et micro-influenceurs. Donc, peut-être que vous verrez au fur et à mesure du chat, en fait, il y a plusieurs catégories, entre guillemets, d'influenceurs. Il y a les gros influenceurs comme France, qui sont plutôt dans la partie macro. Et puis, il y a les micros dans lesquels font partie Justin et Céline. Et puis, il y a les nanos. Et les nanos sont vraiment des créateurs de contenu qui n'ont que leur famille et leurs abonnés enfin, leur famille et leurs amis dans leur communauté. Donc, nous, Be-Influence, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est nano et micro. France est déjà un peu trop grosse pour nous en termes de followers.
Mais voilà, et donc nous, en fait, notre rôle, c'est de faire le lien entre des clients, des marques, des associations, des ONG, des institutions qui veulent utiliser le marketing d'influence et notre communauté d'influenceurs pour créer des partenariats très qualitatifs. Voilà. Et puis comment nous est venue l'idée, c'était avec Boris, donc mon cofondateur. On a tous les deux fait Solvay et on s'est rencontrés un jour en master et on a commencé à discuter. On s'est dit tiens, on serait bien une boîte. Mais quoi? Nous, on était nuls en pub à l'époque et en marketing, on n'y connaissait rien. Moi, l'influencer marketing, avant de lancer Binfluence, j'étais nulle part. Et d'ailleurs, sur mon profil privé Instagram, je suis toujours nulle part, à l'inverse de mes autres collègues conférenciers. Euh, mais voilà, on s'est dit, tiens, la pub, c'est intéressant, le marketing, l'influencer marketing, on en a un peu parlé en cours, on va creuser. Et puis, on a regardé, on a vu qu'il y avait des opportunités à saisir, des problèmes à régler dans cette industrie-là. Et donc, on s'est lancé un peu avec beaucoup d'ambition et un peu de chance. Et puis, aujourd'hui, on en est là où on en est et on est très content. Super, merci beaucoup. Est-ce que Justin, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Parce qu'on sait donc que tu fais partie de cette communauté de Be-Influence. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour me présenter un peu plus en détail, donc moi je m'appelle Justin, j'ai 23 ans. Déjà, merci à Ustart de m'avoir invité ici sur ce live. C'est très intéressant de pouvoir un peu discuter de tout ça en tant que voilà, plus petit intervenant dans l'industrie des influenceurs. Moi, j'ai donc été diplômé l'année passée en ingénieur de gestion à la KU Leuven. J'ai fait mon bachelier à Louvain-la-Neuve, à l'UCL. Je viens de finir mon stage ici en Afrique du Sud. J'ai dû revenir un petit peu plus tôt et je suis actuellement à la recherche d'un job. Donc, influenceur n'est pas mon métier, ça, je tiens à le préciser. Voilà, sinon, au niveau de mon compte Instagram, c'est essentiellement, je suis quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est aventure, découverte, nouveaux lieux à explorer, etc. Donc, tout ça se regroupe un peu dans le voyage. Et donc, j'aime beaucoup voyager. Et sur ma page Instagram, c'est essentiellement du voyage qu'on va retrouver. Et en fait, j'ai pu me passionner au début pour la photographie. Je ne suis pas photographe, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je trouvais que c'était une chouette façon de voyager avec un appareil photo et donc de voir les lieux de façon assez différente. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à poster ça sur Instagram. Au début, je ne comprenais vraiment pas l'utilité d'Instagram. Je me disais, mais enfin, il y a Facebook pour ça. Voilà, pourquoi est-ce que j'irais mettre mes photos là? Et de fil en aiguille, ça a plu aux gens. Et puis, c'est vraiment devenu une façon pour moi d'exprimer ma créativité. Parce qu'avant de commencer mes études, j'ai fait pas mal de théâtre en humanité. Donc, c'était vraiment une chouette façon pour moi d'exprimer ma créativité. Puis, j'ai dû arrêter parce que j'ai commencé mes études. Et donc, j'ai retrouvé en la photographie et Instagram un peu une autre façon de développer ma créativité. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 5 ans, j'ai commencé à poster sur Instagram et que les choses, petit à petit, ont pris. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Super, un tout grand merci. Je pense que beaucoup de participants peuvent s'identifier facilement à ton parcours parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent et qui nous regardent aujourd'hui. Alors, à présent, avec son propre livre et l'ouverture de son e-shop, nous accueillons également Céline de Do It Myself. Bonjour Céline, est-ce que tu peux te présenter éventuellement? Oui, bonjour et bienvenue à tous. Alors moi, je m'appelle Céline et je tiens le blog de déco et de do it yourself, I Do It Myself. Et j'ai vérifié tout à l'heure depuis décembre 2014 parce que je ne savais plus très bien à partir de quel moment j'avais lancé le blog. Donc, ça fait déjà très, très longtemps. Et au début, au fait, c'était une passion parce que donc, j'ai emménagé dans la maison dans laquelle je vis actuellement. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, ben, je chipotais sur quelques petits meubles, je les customisais, puis je montrais ça à ma famille, à des amis. Et alors, ils me disaient, ben, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour partager ça? Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et comme j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là, j'ai créé mon blog de déco et de do it yourself. Et en fait, j'ai fait des études de publicité et de graphisme.
Et donc, je me suis dit que ça allait peut-être me servir aussi comme portfolio quand j'allais aller à des entretiens pour montrer que je n'étais pas inactive pendant cette période de recherche d'emploi. Et donc, j'ai commencé à faire tous ces petits do-it-yourself à la maison. Je faisais des petites photos. Bon, vous pouvez aller voir les anciens articles, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais voilà, il faut bien débuter. Et ça a fonctionné parce que grâce à ça, j'ai trouvé le dernier emploi en tant qu'employé que j'ai fait. Et parce que donc mon ancien patron avait vu mon blog, il trouvait ça hyper chouette. Et donc voilà, je pense que ça a vraiment pesé dans le fait qu'il m'ait engagée. Et donc j'ai continué à faire ce blog le week-end quand j'étais employée. Et ça commençait à fonctionner de plus en plus. J'ai commencé à avoir des demandes de partenariat et tout ça. Donc je suis passée en 4/5e. Et j'avais toujours pas assez de temps. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer à plein temps sur le blog. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé vos parcours, c'était très intéressant. À présent, tentons de définir le métier d'influenceur. Et pour cette question, nous avons besoin d'interagir également avec les participants. Donc, vous pouvez répondre dans le chat à la question suivante. Selon vous, quels mots vous font penser au métier d'influenceur? Donc, je compte sur vous pour donner un maximum de réponses et de mots-clés dans le chat. Et en attendant, on va continuer avec la deuxième question. On va demander à Thomas de Beanfluence de nous aider à mettre des mots sur le métier d'influenceur. Ouais, alors bon, moi comme j'ai déjà dit, je ne suis pas influenceur, on a une agence, donc le métier en tant que tel, c'est pas moi qui vais pouvoir en parler le mieux. Par contre, voilà, c'est très intéressant. Vous voyez que dans les influenceurs, il y en a qui en ont fait leur métier. Comme France, voilà, qui a décidé d'arrêter son métier d'avocat pour se consacrer entièrement à son univers Instagram et autres. Et puis, il y en a d'autres, comme Justin, qui font ça voilà, parce qu'ils en ont envie, par passion, mais n'en vivent pas. Et donc, c'est une différence qui est intéressante. Et c'est vraiment une grosse différence qu'on arrive à voir aujourd'hui dans le monde de l'influence entre des influenceurs qui voilà, sont vraiment à fond dedans et ça entraîne des avantages et des inconvénients. Et peut-être que France pourra en parler aussi plus en profondeur. Et de l'autre côté, des influenceurs qui font ça parce qu'ils en ont envie et qui, grâce à leur influence, arrivent à avoir un revenu un peu complémentaire ou des chouettes partenariats, etc., mais n'arrivent pas encore à en vivre. Mais ça, c'est pas grave. Nous, en tout cas, Beanfluence, on considère que vous arrivez à en vivre ou pas, ça ne fait pas de différence dans la qualité de votre contenu. C'est juste un choix de vie et voilà, des opportunités qui se présentent. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à vivre de son métier d'influenceur qu'il ne faut pas être un influenceur ou créer un univers qui nous est propre comme Justin et Céline. Je veux dire, dans le métier d'influenceur, je pense qu'un des mots qui revient, en tout cas actuellement, c'est voilà, l'argent. Les influenceurs sont rémunérés pour parler de marques et d'associations, etc. Alors ça, c'est en partie vrai, mais c'est aussi surtout juste des gens comme vous et moi qui veulent partager des choses qu'ils aiment bien, des choses qui leur plaisent, qu'ils soient rémunérés ou pas, quoi. Et donc, c'est important d'essayer de se sortir de ce carcan, de se dire « Ah, je vais être influenceur et je vais tout de suite gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros et je vais en faire ma vie et je vais voyager 365 jours par an. » Être influenceur, ça veut surtout dire partager ce qu'on aime bien avec sa communauté, créer un univers qui nous est propre et voilà, et s'enrichir et enrichir sa communauté des choses dont on aime parler. Merci pour ton intervention. Donc, nous pouvons voir sur le chat une multitude de mots-clés comme partage que nous propose Sophie, justement. Nous avons publicité que nous propose Louis. On a contact que nous propose Guillaume. Responsabilité, indépendance, abonné, photo. Donc, c'est vraiment assez varié. Et on remarque à travers le chat vraiment la diversité liée à ce métier. Est-ce que France de Made by F, pourrais-tu nous aider à compléter cette définition en prenant compte des mots qui ont été proposés dans le chat? Mais en fait, moi, le premier mot qui me venait, c'était partage, parce que à la base, c'est pour ça que j'ai commencé en fait à partager sur les réseaux sociaux. J'avais pas forcément cette idée en tête, ah, je vais en faire mon métier. C'est seulement après où je me suis dit, ok, si je veux en vivre, il faut vraiment que je sois à fond et que je fasse en sorte de pouvoir. Mais j'ai mis un an quand même
avant de pouvoir toucher une première rémunération. Donc, c'était pas simple. À côté de ça aussi, j'ai vu l'image de marque. Donc, moi, en fait, je considère mon métier comme la création de contenu plus de l'association d'images. Donc, j'ai vu aussi certains utiliser le mot vendre. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime vendre. Ça me met extrêmement mal à l'aise. Je préfère vraiment avoir un produit ou un service qui me plaît et alors, comment on dit, le endorse, vraiment le soutenir ce produit ou cette marque. Et je pense que ça, c'est très important. Et dans ce que font en général les influenceurs pro, c'est qu'ils choisissent pas n'importe comment leurs collaborations. Et voilà, comme je dis toujours, il y a des collaborations qu'on accepte, des collaborations qu'on n'accepte pas. Mais c'est ça qui permet à l'influenceur de pouvoir payer ses factures. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait que des collaborations, on va dire, qui sont demandées par des marques. Moi, je crée du contenu tout le temps, en fait. Là, par exemple, avec le confinement, j'ai la plupart de mes contrats qui sont passés à la trappe. Mais c'est pas pour ça que je fais rien ou que voilà, je m'accorde forcément un petit peu plus de temps pour moi, mais je crée quand même du contenu, alors que ça n'a rien à voir avec des collaborations. Donc, je pense qu'on ne peut pas réduire l'influenceur juste à la collaboration. C'est avant tout partager et oui, créer. Je dirais que ce sont ces deux mots-là. Top, merci beaucoup. Nous avons vu aussi que les mots marque et partenariat étaient fort présents dans le chat. Ces mots-clés vont nous amener à la question suivante et je donne la parole à Natacha. Oui, ben donc tout à fait, France, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. En fait, ça nous amène intuitivement à la question suivante, qui est une question liée à vos collaborations avec les marques. Et je propose qu'on commence par Céline. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes collaborations avec les marques et notamment sur le degré de liberté accordé dans la création de ton contenu? Oui, tout à fait. Comme disait France, on reçoit, comme disait France, oui, on reçoit beaucoup de demandes de collaboration, mais on n'accepte pas tout. Et il faut choisir les choses qui nous correspondent vraiment bien. Et moi, généralement, quand je reçois un briefing pour une collaboration, j'essaye que ce soit déjà quelque chose qui me corresponde et quelque chose dans lequel je vais pouvoir être assez libre et dans laquelle je vais pouvoir essayer de faire transparaître ma créativité parce que j'essaye toujours d'apporter, d'avoir un contenu qui apporte quelque chose aux gens. Donc, même si c'est un contenu qui, à la base, veut parler d'un produit, j'essaye toujours de soit de faire un do-it-yourself autour ou quelque chose pour que ça apporte en même temps de l'inspiration, une créativité, une idée. Donc, voilà. Et généralement, je suis assez libre dans ce que je fais. Il y a des fois, il y a des termes qui veulent être utilisés ou on me dit, voilà, il faudrait partir dans ce sens-là ou ce sens-là. Mais c'est hyper rare qu'on me dise tel quel un texte qu'il faut que je note ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas parce qu'il faut que ça se ressente, que ce soit moi qui l'ai écrit. Et je pense que les gens qui me suivent savent la manière avec laquelle je leur parle et tout ça. Et si c'est quelque chose de beaucoup trop carré, ils vont comprendre que voilà, que ça vient pas de moi naturellement. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait, merci. Mais justement, on se disait qu'il y avait quand même des règles dans une collaboration. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais bien faire appel à Thomas de BeInfluence. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les obligations à respecter par les influenceurs dans le cadre d'un contrat? On pense notamment à la clause de confidentialité, la clause de non-concurrence. Oui, tout à fait. Mais déjà, Céline a raison. Et c'est un point ultra important, c'est laisser la liberté aux influenceurs de s'exprimer comme ils en ont envie et de la manière dont ils en ont l'habitude. Et nous, c'est quelque chose, parce qu'on parle beaucoup du côté influenceur, mais du côté marque, c'est aussi une bataille permanente pour essayer de faire comprendre aux marques que le marketing d'influence, ce n'est pas un canal de diffusion, c'est un canal de co-création, que les influenceurs, c'est des êtres humains, qu'ils ont leur manière de s'exprimer, leur centre d'intérêt, leur sensibilité, etc. Il y a beaucoup de marques qui commencent à le comprendre, mais c'est encore vraiment un combat de tous les instants pour garantir cette liberté aux influenceurs. Alors après, évidemment, liberté ne veut pas dire liberté totale. Les marques, elles ont aussi des obligations en termes de visibilité, de mots à utiliser. C'est important pour les influenceurs de le respecter aussi. Après,
nous, en tout cas, avec nos clients et notre communauté, on ne prend jamais les gens au dépourvu. C'est-à-dire qu'on va proposer une collaboration à certains de nos influenceurs qui sont intéressés par le projet ou le client. Et puis, on va leur envoyer le contrat. Et puis, ils peuvent me dire à tout moment, oui, d'accord, j'accepte. Et voilà. Ou alors, non, moi, ça ne me convient pas. Et ils ne participent pas. Alors, au niveau du contrat, évidemment, c'est important de border, surtout pour les marques. Donc oui, il y a des contrats dans lesquels on stipule les droits des influenceurs et un peu leurs obligations, comme taguer la marque dans les contenus, utiliser certains hashtags. De manière générale, faire des critiques vis-à-vis d'un produit ou d'un projet, oui, mais il faut qu'elles soient constructives. Donc, on dit aux influenceurs qu'ils n'ont pas le droit de juste cracher la marque pour rien. Il faut que ça soit constructif s'ils ne sont pas forcément contents. Et après, il y a la question de la rémunération aussi qui rentre en compte et sur laquelle on doit se mettre d'accord à l'avance. En fait, au plus on se met d'accord à l'avance, et au plus on évite les problèmes. Ok, mais alors finalement, est-ce que les influenceurs ont-ils le droit de donner leur avis sur un produit ou est-ce qu'ils finalement ils sont restreints à faire une remarque constructive mais pas négative sur le produit? Et tout dépend du client. Tout dépend du client et de ses objectifs. Il y a des clients qui veulent absolument que les influenceurs montrent le produit sous un bon jour. Et donc là, c'est notre responsabilité en tant qu'agence de sélectionner des influenceurs qui aiment déjà de base le produit ou la marque. Et comme ça, on évite évidemment tout problème. Après, il y a des clients qui utilisent des influenceurs pour justement faire des études de marché où ils vont envoyer le produit ou un produit à une série d'influenceurs et on va pouvoir leur dire en toute transparence, ben voilà le produit, voilà la marque, vous pouvez nous dire si vous aimez bien et pourquoi, ou alors si vous n'aimez pas et pourquoi. Donc il y a évidemment la liberté en fonction du client de faire des critiques négatives du moment à ce qu'elles restent constructives. Voilà. Là, évidemment, personne n'aime que sa marque se fasse insulter sur Instagram devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, on essaye d'éviter ça pour nos clients. Mais par contre, si le client est dans une démarche de connaître son public cible et de connaître un peu les retours vis-à-vis de son produit ou de son projet, et ben là, liberté libre aux influenceurs de s'exprimer vraiment ce qu'ils ressentent, aussi bien positif que négatif par rapport aux clients. Ok, super, un grand merci. Je pense que c'est plus clair. D'ailleurs, si vous avez des questions en tant que participant, n'hésitez pas à les poser via le chat. On en prendra quelques-unes après et vous pourrez les poser à nos intervenants. À présent, je propose qu'on passe à Justin, donc le micro-influenceur de notre live ce soir, qui, donc, comme je l'ai dit au début, fait partie de la communauté d'influenceurs de BeInfluence. Et donc, à ce propos, on se demandait, est-ce que Justin, tu pourrais développer les avantages de faire partie d'une agence en tant qu'influenceur? Ok. Alors oui, donc déjà en tant que micro-influenceur, au niveau des collaborations, clairement ce qu'on va avoir, c'est plus des collaborations où, par exemple, la marque va vous envoyer un produit pour que vous testiez le produit, pour que vous testiez l'expérience, sans spécialement avoir une rémunération en contrepartie. Donc c'est plus ce qu'on appelle voilà, une collaboration. Pas rémunérée, mais où voilà, vous recevez le produit ou bien vous pouvez tester l'expérience, etc. Donc ça, c'est vraiment la plupart des collaborations que moi, j'ai en tant que micro-influenceur. À côté de ça, il y a des collaborations un peu voilà, plus élaborées où ben, là, ça va être, par exemple, un post sponsorisé où là, il y aura voilà, de l'argent voilà, je sais pas comment dire, de l'argent en compte, quoi. Mais pour revenir à la question, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire partie d'une agence? Tout simplement parce que des micro-influenceurs, on est plein, quoi. On est énormément, il y en a de plus en plus sur le marché, avec chacun vraiment leurs univers particuliers. C'est ça qui est vraiment trop chouette, que chacun ait aussi son univers un peu particulier. Et je pense que les agences peuvent servir en fait voilà, de filtre et comme disait Thomas, de dispatcher les marques
vers les influenceurs potentiels pour cette campagne précise. Donc, en fait, les agences qu'elles vont avoir, c'est qu'elles vont vraiment avoir un portfolio de pas mal d'influenceurs. Ils vont probablement les regrouper en fonction des domaines d'activité de chacun et pour permettre à la marque d'offrir le meilleur reach, enfin, la meilleure target avec ce panel de micro-influenceurs. Donc voilà, je pense que pour ça, c'est intéressant de faire partie d'une agence. Alors, un autre point qui me vient à l'esprit, c'est aussi le fait que, ben voilà, comme moi, je disais, c'est pas du tout mon métier, j'ai pas encore, enfin, j'y pense, mais j'ai pas encore de statut juridique particulier. Je suis pas en entreprise avec mon compte ni quoi que ce soit. C'est vraiment plus par passion que je partage comme ça. Donc, ça permet aussi de nous aider aussi pour tous les aspects un peu plus juridiques, l'élaboration de contrats, etc., quand il y a une collaboration avec les marques. Donc, je pense que là, les agences peuvent nous venir en soutien pour tout ce côté un peu plus administratif qu'on ne se rend pas toujours compte, mais qui fait vraiment partie du travail des influenceurs, quoi. Donc, voilà, je pense que ça, c'est les 2 points que je voulais développer. Super, merci beaucoup pour ton intervention. Et pour finir sur cette question, on voulait te demander, France, quels sont les problèmes éventuellement que tu peux rencontrer lors de la collaboration avec une marque et si tu pouvais par hasard illustrer par un exemple pratique sans évidemment donner le nom de cette marque, un exemple qui t'est arrivé dans la vie de tous les jours ou dans une collaboration avec une marque. Donc oui, j'ai un exemple. C'est pas ça doit être par rapport à un sujet spécifique ou juste de manière générale De manière générale, des problèmes que tu as déjà rencontrés et ça peut être aussi ça peut être un problème, enfin je veux dire ça peut être une expérience négative, mais si tu as aussi une expérience très positive à nous partager, ça peut totalement l'être aussi, hein. Ok. On va dire que l'expérience, c'est pas, enfin oui, négative que j'ai eue, c'est plutôt le respect de mes droits. Donc, comme on parlait d'aspects juridiques, c'est pas toujours évident de faire respecter un contrat quand on est influenceur. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez étonnée au début. Dans la mesure où j'avais un contrat avec une marque pour une campagne qui allait être diffusée sur YouTube. Je leur avais dit, écoutez, voilà, parce qu'en fait, c'était un contenu sponsorisé, donc ils payaient pour que ça s'affiche sur YouTube quand on démarre la vidéo en tant que pub. Et donc, pour ça, je demande un droit à l'image. Et en fait, ils m'avaient dit qu'ils allaient mettre mon nom quelque part à la fin ou quelque part dans la pub. Et j'avais dit, OK, dans ce cas-là, je ne demande pas de droit à l'image, étant donné que, voilà, pour moi, ça me fait de la pub également. Et en fait, je me suis aperçue par la suite qu'ils n'ont pas mis mon nom. Donc, en fait, ils ont diffusé la vidéo sans respecter le contrat, sans mon autorisation. Le bon point, c'est qu'ensuite, moi, forcément, je me suis défendue. Donc, je leur ai dit que, voilà, c'est soit ils enlevaient la vidéo, soit j'avais droit à des dommages et intérêts, ou alors on a rajouté dans le forfait ce droit à l'image que j'avais laissé tomber à la base. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, côté positif, c'est que j'ai pu quand même être payée, mais l'agence n'a plus jamais voulu travailler avec moi parce que je suis la seule qui a fait demander. Donc, c'est un petit peu… Moi, c'est ça que j'ai parfois avec les agences où c'est un peu compliqué. C'est que si on veut vraiment faire respecter ses droits, après, l'agence aime moins travailler. Ça dépend bien sûr des agences, hein, je ne vise pas toutes les agences, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué assez souvent. Si on n'est pas assez conciliant, si on ne laisse pas couler, etc., parfois on exclut des agences. Ouais, si je peux juste rebondir là-dessus, France a raison, c'est l'histoire du droit à l'image, c'est un truc qui revient tout le temps, vis-à-vis des marques qui pensent que parce qu'elles payent une campagne d'influence, elles ont tous les droits, alors que ce n'est pas le cas. Et vis-à-vis des influenceurs qui souvent voilà, sont un peu, je ne veux pas dire impressionnés, mais ne savent pas trop comment réagir vis-à-vis de toute le monde. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui normalement doit être réglé dès avant la collaboration, où nous, typiquement, aux marques et à nos clients, on leur dit, voilà, les influenceurs vont créer du contenu
par rapport à votre produit ou votre marque, mais il ne vous appartient pas ce contenu. C'est le contenu de l'influenceur. Et si vous voulez en faire une utilisation externe, comme voilà, des pubs ou le mettre sur le site web, etc., eh ben, il faut rémunérer l'influenceur en plus. Et voilà. Et alors après, nous, ce qu'on laisse, c'est qu'ils peuvent partager les contenus des influenceurs. Par exemple, la campagne est sur Instagram, le compte Instagram de la marque peut le partager sur son compte à elle. Mais par contre, ils doivent toujours taguer les créateurs de contenu pour justement respecter le droit à l'image. Et c'est quelque chose qui est ultra important. Et je vais rebondir là-dessus en disant qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les agences qui sont spécialisées dans le marketing d'influence, elles gèrent ça vraiment bien. Mais les autres agences qui font ça en plus de ce qu'elles ont l'habitude de faire, donc la presse, etc., font ça un petit peu plus, j'ai envie de dire, olé olé, quoi. Donc, c'est vrai qu'avec il y a de plus en plus d'agences qui sont spécialisées en marketing d'influence, et là, j'ai jamais de problème. Merci beaucoup. Alors, on va répondre à quelques-unes des questions du chat. Donc, j'ai sélectionné une question de Philippe, qui, à mon avis, sera pour Be-Influence, parce qu'il demande le statut juridique de Be-Influence et est-ce qu'il est possible de suivre des formations pour devenir influenceur? Le statut juridique de Be-Influence, c'est comme toute entreprise, hein, on est une SPRL, donc voilà, avec nos droits et nos obligations. On est une entreprise commerciale, on est une agence de pub, quoi, spécialisée dans le marketing d'influence, mais il n'en reste pas moins qu'on reste une entreprise. Et alors, les formations pour devenir influenceur, bon, je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que je ne suis pas influenceur et je ne compte pas le devenir. Je sais qu'il y en a qui commencent à émerger par-ci, par-là, qu'il y a des agences concurrentes qui lancent un peu des workshops, comment augmenter sa communauté, etc. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je ne sais pas à quel point c'est efficace ou à quel point c'est du charlatanisme pour récupérer un peu d'argent. Peut-être que Justin, Céline et France pourront mieux répondre que moi à ça. Donc, je sais qu'il en existe, mais je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. En fait, il y en a une qui fait ça bien, une agence. Moi, je ne vais pas la citer ici maintenant, si après, parce qu'en fait, on m'a demandé aussi si je voulais intervenir pour faire ça, mais l'idée, c'est pas du tout. Il faut éviter, je pense, les formations qui disent « Ah, vous allez avoir beaucoup plus d'abonnés, etc. » Je pense que c'est plus des formations pour un peu vraiment expliquer Instagram, vraiment montrer ce qu'est le métier d'influenceur et ce qu'il faut aussi faire derrière. Pas pour forcément cartonner, mais en tout cas, c'est la base qui est nécessaire pour peut-être développer son Instagram. Mais c'est sûr que les formations qui promettent monts et merveilles, ça, c'est… il faut pas les suivre, quoi. Je dirais que c'est bien fait quand ça parle vraiment de conseils pratiques, d'explications, mais il faut éviter tout ce qui est effectivement propagande et charlatan. Ouais. Merci beaucoup. Et peut-être encore une dernière question pour Céline de I Do It Myself. Alors, quels sont les supports et les messages à favoriser pour toucher la nouvelle génération? Et quelle est ta journée type? Alors, les supports et les messages, la personne parle du type de réseau social, en fait, ou… À mon avis, oui, du type de contenu à partager. Ah, je pense que déjà, pour toucher n'importe qui, il faut que ce soit un contenu qui soit naturel et un contenu où on voit qu'on est passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on propose. En fait, je pense que c'est la meilleure manière. Et le contenu vidéo, je pense que c'est ce qui marche le mieux quand on a des stories et qu'on nous voit en train de parler, d'expliquer quelque chose. Je pense que c'est beaucoup plus parlant que quand on a juste une image figée qui est figée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si la personne veut, Et quelle est ta journée type en tant qu'influenceuse? Moi, je n'ai pas réellement une journée type. La seule chose que je fais, c'est que je base ma journée sur l'horaire de mon compagnon qui, lui, est employé. Donc, je me lève tout le temps en même temps que lui le matin et j'arrête plus ou moins ma journée quand il rentre pour avoir quand même un certain rythme parce que quand on travaille de la maison, c'est très, très facile de se dire « Bon, je vais dormir encore un peu, je vais faire une petite sieste. » Puis après, on part à travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et pour moi, c'est quand même important d'avoir une vie de couple. Enfin, voilà, parce que je n'ai pas d'enfants, j'ai 2 petits chats. Donc, une vie de famille avec les petits chats et mon chéri.
Donc, je trouve ça important. Et sinon, ma journée type, quand je me lève, j'essaye de faire un peu de yoga le matin pour quand même faire quelque chose et bouger, parce qu'avant, j'avais souvent l'habitude d'aller marcher quand j'étais employée. Et ici, là, je ne fais plus rien. Et ensuite, je me connecte sur mon ordinateur, je réponds à mes emails. Je prends un petit thé aussi en répondant aux messages sur Instagram. Ça, c'est hyper important. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'essaye vraiment de le faire parce que j'ai beaucoup de personnes qui prennent la peine de m'écrire. Et donc, je trouve ça important de leur répondre. Et ensuite, quand j'ai fait tout ça, je pense qu'il est plus ou moins 11 heures. Je prends mon petit déj vers 11 heures en regardant ma série qui, pour l'instant, n'est plus en ligne. Et puis l'après-midi, du coup, ça me fait une grande après-midi. Et là, généralement, quand j'ai des do it yourself à faire, je fais ça sur toute l'après-midi, ou quand je dois, par exemple, me déplacer ou quelque chose comme ça, je fais mes photos, mes retouches de photos sur ce moment-là. Et je pense que je termine ma journée vers 5h30, 6h. J'essaye de faire ça tous les soirs. Et puis, bien sûr, le soir, je suis encore des fois sur mon téléphone à répondre aux personnes ou à faire des stories. Mais voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Top, merci beaucoup. Et peut-être encore une dernière question qui est revenue quelques fois dans le chat. Quel statut juridique ont les influenceurs et peut-être est-ce que le statut change lorsqu'ils rejoignent BeInfluence? Alors, non, nous, le statut ne change pas. J'ai vu passer la question en demandant si Justin était un salarié de BeInfluence. En tant qu'influenceur, Justin n'est pas salarié de BeInfluence. Après, Justin, si tu veux un job, on peut en discuter. Mais non, nous, nos influenceurs ne sont pas salariés, évidemment, parce que comme j'ai dit, et comme les autres l'ont dit, pour l'immense majorité de la communauté BeInfluence, être influenceur n'est pas un travail. C'est pas leur travail en tout cas quotidien, donc ils ne sont pas du tout salariés. Ça se passe en contrat d'indépendant, contrat de comment dire, un peu comme un job complémentaire, quoi, un contrat complémentaire par lequel on fait passer les rémunérations, quoi. Parfait. Et est-ce que le statut peut varier en fonction des influenceurs en dehors de BeInfluence? Peut-être. Peut-être que France ou Céline sera mieux positionnée que moi pour en parler. Je sais qu'il y a des influenceurs qui font passer ça en activité vraiment principale et qui considèrent ça comme leur source principale de revenus. Après, voilà, nous, encore une fois, on en a très très peu dans la communauté qui sont comme ça. L'immense majorité fait ça parce qu'ils en ont envie, c'est un revenu complémentaire, c'est un peu comme un job étudiant, quoi, si on pourrait le voir comme ça. On va peut-être demander à France. Oui, je pense que ce serait intéressant justement parce que Céline et moi, on a deux statuts différents. Enfin, si ça a été fait, je ne sais plus. Enfin, bref. Moi, je suis en personne physique. Donc, j'ai toujours été indépendante. Vu que quand j'étais avocate, j'étais obligée légalement d'être indépendante. À un moment, je suis passée en société parce que j'avais aussi une autre activité en plus que j'ai arrêtée. Et donc, en fait, depuis 2019, je me suis remis en personne physique parce que c'était plus facile pour moi au niveau admin que d'être en société. La paperasse, l'admin, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc, juste en personne physique. Mais je pense que Céline, toi, tu es en société. Toujours pas? Ah, tu m'en avais parlé. Ah, je sais pas. Non, je suis toujours en personne physique. Et au fait, avant, quand j'étais employée, j'étais indépendante complémentaire, au fait. Donc, ça me permettait de cumuler mon revenu en tant qu'employée et un petit revenu que j'avais à ce moment-là par rapport à l'influence. Mais maintenant, comme c'est mon revenu principal, je suis aussi en personne physique voilà, indépendante, quoi. J'espère qu'on a répondu aux questions du chat. On y reviendra un peu plus tard. Alors, nous pouvons passer à la prochaine question qui concerne la crise actuelle. Est-ce que votre quotidien d'influenceur / entrepreneur a-t-il été impacté et si oui, comment? On va commencer par Céline de I Do It Myself. En ce temps de confinement, on imagine que ta communauté a plus de temps de confectionner leurs propres réalisations. Ouais. Quel est ton avis sur cette question? Moi, mon activité en tant que telle à la maison n'a pas réellement changé dans le sens où je suis toujours à la maison. Donc voilà, je n'ai pas dû être délocalisée. Mais par contre, comme le disait France, toutes les collaborations que j'avais en cours ont été mises en pause, sauf celles qui sont sur l'année et elles continuent à fonctionner. Mais la plupart des collaborations ont été mises en pause. Et du coup, ça me laisse du temps pour créer du contenu pour moi et de le partager, de créer des do-it-yourself, des petites choses faciles avec ce que les gens ont chez eux. J'ai fait beaucoup de do-it-yourself avec des rouleaux de papier de toilette. Je viens d'en poster aujourd'hui d'ailleurs.
Et du coup, ça me permet, oui, de toucher des personnes qui peut-être habituellement n'ont pas le temps de faire les do-it-yourself. Et là, maintenant, comme ils sont chez eux, ils ont plus le temps. Et alors, avec d'autres blogueuses, on a créé un compte Instagram qui s'appelle Évasion Maison et sur lequel on partage aussi des petites astuces en commun. On a chacune une niche différente et on partage des petites astuces pour que les gens puissent rester créatifs chez eux s'ils sont chez eux et qu'ils ne peuvent pas travailler. Génial. Génial. Et à l'opposé, Justin, ton contenu est plus axé sur les voyages. Comment tu t'adaptes durant cette période? Hop là. Donc, comme je disais, moi, c'est vrai que j'étais en plein voyage alors que le confinement était annoncé en Belgique, donc j'ai dû revenir d'extrême urgence avec avec les derniers avions. Mais donc moi, principalement, ce que je fais maintenant sur mon compte Instagram, c'est que je fais un peu durer le voyage plus longtemps. Je poste, j'ai de la chance de revenir d'un super voyage en Afrique du Sud et à l'île de la Réunion. Et donc, je continue à poster un peu des photos de là-bas pour faire voyager un peu tout le monde à distance. D'ailleurs, c'est chouette parce que je reçois des cool feedbacks des gens qui me disent « Ah, ben c'est cool parce que voilà, en ces temps où on est confiné, c'est cool quand même d'avoir des photos d'un peu des paysages extraordinaires. » Donc voilà, c'est comme ça que je perdure encore un peu le voyage. Jusque quand, je ne sais pas encore trop. Il faudra bien que ça s'arrête à un moment donné. Mais voilà, pour le moment, moi, la situation de crise, c'est comme ça que je la vis. I pretend to be encore en voyage, quoi. Top, merci beaucoup. On va peut-être passer la parole à Binfluence en tant que start-up. Est-ce que vous arrivez à continuer les collaborations avec les marques? Ouais, alors nous, on est extrêmement chanceux. On n'a pas eu énormément de ralentissement d'activité. Voilà, parce qu'il y a énormément de nos clients qui ont enclenché directement de la communication de crise par rapport au coronavirus, par rapport voilà, à leur business à eux et à leur relation avec leurs clients. On a des clients nouveaux qui sont venus nous voir pour faire de la communication, donc notamment le gouvernement belge qui nous a sollicité pour voilà, transmettre les gestes barrières à travers des campagnes d'influence, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, après, on a pas mal de clients qui reviennent ou viennent vers nous pour préparer l'après. Parce que oui, il y aura un après, pour préparer l'après et relancer leur communication et leur marketing. Alors après, évidemment, nous, on a des campagnes qui ont été déplacées. Voilà, dans l'événementiel, dans l'Oreca, là, il n'y a pas trop le choix, donc ça a été déplacé. On a des gros contrats qu'on aurait dû signer durant le confinement qui ont aussi été déplacés parce que c'est des choses qui se font en personne. Mais voilà, l'un dans l'autre, on est extrêmement chanceux de pouvoir s'en sortir comme ça. Merci beaucoup. Et on va finir par France, de Made by F. Comment es-tu impactée par cette crise? Moi, je suis coincée en Allemagne. Non. Donc, en fait, moi, je ne suis pas en Belgique pour l'instant. J'ai mon compagnon qui habite en Allemagne. Et du coup, j'ai fait le choix de rester en Allemagne. Mais c'est vrai que ça pose problème pour certaines. Alors, j'ai des campagnes qui sont postposées ou carrément annulées. Et sinon, j'ai des propositions voilà, de campagnes, mais pas rémunérées, pour des envois de produits. Mais voilà, on ne peut pas me les envoyer en Allemagne. Donc, moi, je suis un petit peu, on va dire, je suis impactée de manière assez forte par rapport à ce confinement. Donc, j'ai vu qu'une question passait tout à l'heure pour savoir comment je faisais pour avoir des revenus pendant le confinement. Mais, voilà, j'en ai pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça aussi le risque d'être indépendant, c'est que parfois, il y a des contrats, parfois, il n'y en a pas. En général, voilà, je sais qu'il y a des moments de l'année où c'est plus calme. Là, normalement, ça devait bien reprendre. Donc, voilà, j'essaie de ne pas trop m'inquiéter. J'ai quand même quelques petits trucs, mais c'est vrai que les campagnes sont reportées. J'ai vu maintenant qu'il y avait certaines marques qui commençaient vraiment à faire des campagnes vraiment plus axées par rapport au fait d'être à la maison et en confinement. J'ai vu que ça commençait à se mettre en place. Mais c'est vrai que de mon côté, voilà, j'ai pas encore vraiment vu ça passer, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Merci beaucoup. On va répondre de nouveau à quelques petites questions du chat. Alors, il y a une question pour Thomas de Binfluence. Quel type de marque, quel type de collaboration choisissez-vous et comment, sur quels facteurs vous les choisissez? Waouh!
Donc, ça va peut-être rejoindre une autre question du chat qui me demandait si on travaillait que avec des grosses marques. Alors non, évidemment, on a des grosses marques dans nos clients. Voilà, on a Carrefour, on a Côte d'Or, on a Dreamland, on a D'Ieteren, enfin, etc. Mais on a aussi énormément d'institutions publiques et académiques. On a travaillé avec l'ULB, on a travaillé avec le gouvernement belge, on travaille avec l'école Solvay, là où j'ai fait mes études. Et on a aussi énormément d'associations et d'ONG. Ça, c'est un truc dont on est très fier chez Binfluence, c'est que voilà, on travaille beaucoup avec Médecins sans frontières, avec l'UNICEF, avec SOS Fin, avec l'ASBL Lilo, avec Amnesty International, etc. Et donc, en fait, ce qu'on arrive à faire et ce qu'on a essayé de créer avec Binfluence, c'est un peu un cercle virtueux où à chaque fois qu'un influenceur participe à une campagne, on lui laisse la possibilité de reverser une partie de sa rémunération à une de nos ONG partenaires. Et après, ces ONG partenaires, avec les rémunérations, enfin pas les rémunérations, mais les dons faits par les influenceurs, peuvent faire des campagnes d'influence à moindre coût ou carrément gratuitement, en sachant que nous, Binfluence, pour chaque contrat qu'on gagne, on reverse aussi 5% de la somme totale à nos ONG partenaires pour leur faire profiter évidemment du marketing d'influence. Il y avait une autre question qui disait que est-ce que le marketing d'influence est réservé aux grosses marques consumer? Non, pas du tout. Il y a des marques B2B qui font du marketing d'influence. Il y a des associations, il y a des ONG, il y a des institutions, etc. En fait, c'est un moyen de communication. Et à partir du moment où vous comprenez un peu les us et coutumes du marketing d'influence, vous pouvez communiquer par rapport à n'importe quoi. Du moment que vous trouvez les influenceurs qui sont pertinents pour ce que vous avez à dire et que le message que vous voulez faire passer est en accord, évidemment. Alors après, nous, on refuse des fois des marques ou des clients parce que soit on est dans une période où on a trop de travail, donc ça c'est un peu un problème de riche et malheureusement on peut pas les prendre, soit c'est parce que c'est des marques qui ne rentrent pas dans nos valeurs, voilà, c'est des marques d'alcool fort, c'est des marques, on a été approché par une marque de tabac, donc bon voilà, tout ça nous on dit non parce que c'est pas dans nos valeurs et faut pas oublier que le marketing d'influence, c'est quand même aussi dirigé vers un public relativement jeune et il y a des très jeunes qui suivent des influenceurs et commencer à payer des influenceurs pour qu'ils parlent de cigarettes alors qu'il y a peut-être des 14-15 ans qui les suivent, ben voilà, c'est pas bon et c'est pas pour ça qu'on veut faire Binfluence. Donc voilà. Merci beaucoup. Peut-être on va répondre à une dernière question. Est-ce que vous pensez que les consommateurs sont plus engagés et fidèles envers les influenceurs ou envers les marques? Donc, je pense qu'il voulait dire, comme vous avez des profils Instagram presque attachants, les utilisateurs vont plus facilement faire confiance à l'influenceur qui propose un produit plutôt qu'à la marque qui fera directement de la publicité sur les réseaux. Est-ce que peut-être, Justin, tu as un avis? Oui, tout à fait. Mais donc, voilà, moi, ce que je pense, c'est que les gens qui nous suivent, ils nous suivent avant tout pour l'univers qu'on propose, pour vraiment les créations qu'on propose, et puis surtout, parfois aussi pour la personnalité qu'il y a autour du compte, etc. Donc, clairement, je pense que voilà, ma communauté, si jamais je leur propose quelque chose, ben voilà, ils vont déjà se sentir plus proches du produit parce que moi, je l'aurai testé et ils pourront me poser directement les questions à moi sur le produit sans devoir passer par la marque et pourront avoir mon feedback aussi. Et donc, oui, clairement, je pense qu'on rapproche le consommateur du produit ou de l'expérience. Hein. Enfin, donc, je parle de produit, mais ça peut aussi être expérience, etc., ou un lieu ou des choses comme ça. Pour terminer sur une question un peu plus fun, et comme on voit qu'il y a beaucoup d'abonnés à Justin dans le chat, quel a été ton plus beau voyage? Déjà, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, c'est super chouette. Le plus beau voyage que j'ai fait, je pense, c'était, pas pour rire, l'Afrique du Sud, d'où je reviens maintenant. Et alors aussi, je dirais les Philippines. Ça, c'était vraiment chouette aussi. Donc ça, c'est à rajouter sur votre bucket list. Philippines et Afrique du Sud, c'est les voyages d'une vie. Génial, génial. Donc, on arrive tout doucement à la fin de cette conférence. On va peut-être terminer par un petit takeaway, un petit conseil à donner à ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur ou
en tant qu'influenceur. Je propose qu'on commence par Binfluence, suivi de Justin. Ensuite, nous continuerons avec Céline et nous terminerons avec France. Ouais, un conseil pour se lancer en tant qu'entrepreneur, lancez-vous. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est toujours le premier pas qui est le plus compliqué. Et on a toujours l'impression qu'il y a une montagne de trucs à faire et donc ça nous bloque dans le lancement. Mais franchement, prenez ce premier pas et ça peut être un pas ultra simple qui est je crée un site web gratuitement, qui est je parle de mon produit, de mon idée à mes potes, qui est je vais parler à des gens dans la rue inconnus et en 30 secondes, je vais leur expliquer ce que je veux faire et je vais voir leur réaction. En fait, vous n'avez rien à y perdre et tout à gagner. Donc vraiment, lancez-vous. Et pour se lancer en tant qu'influenceur, petit instant promo, mais voilà, nous, Binfluence, on accepte les influenceurs dans la communauté à partir de 500 abonnés. Donc dès que vous avez 500 abonnés ou plus, postulez sur notre compte Instagram et voilà, peut-être qu'on vous prendra et que l'aventure commencera comme ça, quoi. Yep. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'être actif, d'être proactif. Postez, commentez, likez, soyez actif et surtout, je pourrais dire aussi, comme dans tout, en fait, comme dans toute vie professionnelle, créez-vous un réseau. Connectez-vous avec les personnes qui vous inspirent, échangez avec eux pour avoir un peu leur feedback sur plein de choses. C'est hyper intéressant d'échanger aussi avec les gens dans le métier. Entourez-vous des bonnes personnes. Je dis pas là qu'il faut être un peu hypocrite et aller se faire ami avec tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais entourez-vous des bonnes personnes. Et voilà, créez-vous vraiment un réseau qui va aussi pouvoir vous aider à ce niveau-là. Alors, pour ma part, déjà, je dirais, ne faites pas ça, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en vous disant: «Bah, cool, je vais gagner de l'argent facilement», parce que, non. Et il faut d'abord faire ça par passion, pour avoir envie de partager quelque chose et pas en se disant: «Voilà, je vais gagner de l'argent avec», parce qu'avant de gagner un tout petit peu d'argent, franchement, il y a des heures et des heures et des années de création et de création, qui ont été faites gratuitement et sans compter. Et aussi, je dirais qu'il faut pas avoir peur de partager, d'échanger, de répondre aux messages des gens. Ça, c'est hyper important quand les gens vous envoient un message, de répondre, de leur poser des questions, de vous intéresser. Enfin, en fait, il faut être vraiment naturel et vrai et être passionné. Voilà. Et donc du coup, je vais terminer en vous disant qu'il faut aussi accepter que ce ne sera pas parfait. Donc comme disait, Thomas, lancez-vous et n'attendez pas que ce soit parfait car ce ne le sera jamais. Vous allez progresser au fur et à mesure que vous publiez, que vous créez du contenu. Donc surtout, n'attendez pas que ce soit parfait, faites-vous violence et lancez-vous. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vois qu'on a encore trois petites minutes pour terminer cette conférence. J'ai vu qu'il y avait encore deux petites questions qui sont revenues dans le chat. La première, c'est comment vous mettez les limites entre votre vie privée et votre vie publique que vous affichez sur Instagram avec votre communauté. Et la deuxième question, c'est d'où vient votre inspiration dans la création de votre contenu. Je vous laisse un peu répondre librement. Bon, moi, je vais y aller alors, si personne répond. Moi, c'est simple par rapport à la vie privée, c'est que je me montre moi, je montre mon intérieur, je montre mes petits chats, mais c'est tout. Je parle jamais de mon copain, je parle rarement de ma famille, à part de ma maman qui a un compte Instagram que je partage hyper souvent parce qu'elle parle de plantes et tout ça. Mais sinon, voilà, je parle de rien d'autre. Et je pense que les gens l'ont compris parce que c'est hyper rare que je reçois des messages hyper privés me demandant, me posant des questions sur ma vie privée, au fait. Enfin, c'est hyper rare. Et sinon, par rapport à l'inspiration, bah, c'est un peu partout. Ça peut être sur Pinterest où je passe des heures, ça peut être sur d'autres comptes Instagram, ça peut être en me promenant dans la rue, je vais voir un truc par terre, je me dis « Ah, trop bien, ça, je pourrais en faire quelque chose ». Et voilà, c'est un peu partout en s'inspirant, en lisant. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être France de Made by F?
Pour l'inspiration, je dirais que c'est surtout me nourrir moi-même aussi en regardant, en lisant. Donc, c'est des petites choses au quotidien qui vont nous permettre finalement d'avoir d'autres idées, de rebondir en fait sur des choses qu'on a vues. Et aussi, il faut savoir que plus en fait on le fait, plus c'est facile. C'est l'impression que c'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. Je me souviens quand j'ai commencé au début, parfois j'étais devant ma photo, genre qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux leur dire. Et en fait, maintenant, c'est plus, j'ai tendance à faire des légendes à rallonge. Donc, voilà, je pense qu'en le faisant aussi, c'est de plus en plus facile. Et alors, pour vie privée, écoutez, pour moi, ça a été un peu compliqué dans le sens où même j'ai seulement vraiment commencé à mettre des limites. J'ai toujours mis des limites, mais là, j'en ai mis des plus fortes depuis, je dirais, septembre de l'année passée, parce que justement, il y avait trop d'intrusions. J'ai vécu une rupture, ça a été une catastrophe. Et donc, je me suis dit que pour ça, il fallait vraiment que je fasse beaucoup plus attention. Donc, ça m'a servi de leçon. Donc, je pense qu'effectivement, c'est bien ce que Céline fait, par exemple, de vraiment bien définir les limites. C'est important. On va peut-être demander l'avis à Justin. Mais donc voilà, je rejoins tout à fait ce que les autres ont dit. Il y a, au niveau de la vie privée, ben, il y a des limites à mettre. Par exemple, pour moi, c'est peut-être la première fois que plein de gens m'entendent parler, en fait, parce que je ne parle jamais devant ma caméra comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Donc voilà, je ne le fais pas et c'est pas pour autant que c'est mieux, que c'est moins bien, mais c'est juste que voilà, je ne vais pas me forcer à faire des trucs qui me mettent mal à l'aise ou me forcer à faire des trucs parce que ça fait influenceur de parler devant sa caméra. Non, c'est pas ça le but. Et alors au niveau de l'inspiration, oui, voilà, c'est essentiellement sur le travail des autres, mais pas que. C'est aussi au quotidien, dans la rue, pendant mes voyages. C'est de s'inspirer vraiment d'un maximum de choses, de rencontres. Et voilà, je pense que l'inspiration, on peut vraiment la trouver un peu partout. Donc, il suffit juste parfois vraiment d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi. Top, merci beaucoup. Peut-être une dernière question un peu différente pour Be Influence. Est-ce que vous donnez des conseils à votre communauté par rapport à l'inspiration ou par rapport aux limites qu'ils doivent mettre avec leur communauté? J'ai pas entendu toute la question parce que c'est un peu coupé, mais c'est quoi? C'est est-ce qu'on donne des conseils par rapport à l'inspiration et à la création pour nos influenceurs, c'est ça? Oui, ou la limite avec, avec le privé, pour pouvoir adapter un peu la question à votre cas. Ouais, donc non, nous, on n'est pas les parents de nos influenceurs, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, s'ils veulent parler de leur vie privée, ils le font. S'ils n'en veulent pas, ils ne le font pas. Nous, on est vraiment là plus du côté collaboration avec les marques et pour gérer cet aspect-là. Donc après, les influenceurs gèrent leur compte, évidemment, comme ils en ont envie. Nous, ce qu'on leur pousse toujours à faire, c'est rester authentique, pas tomber dans les pièges de l'achat de followers, achat de likes, etc. Parce que voilà, il y en a encore beaucoup qui pensent que ça passe inaperçu, mais pas du tout. On a les outils et les marques ont les outils pour voir ça, et donc ça peut coûter très cher. Donc rester authentique. Et après, au niveau du contenu même, nous, un de nos rôles en tant qu'agence, c'est de conseiller nos clients par rapport à la manière de communiquer vis-à-vis des influenceurs et donc les contenus qu'on aimerait bien voir. Et donc, à chaque fois qu'on a un contrat, on envoie le brief à nos influenceurs avec voilà, des exemples de contenus qui pourraient plaire aux clients ou qui seraient intéressants de mettre en forme pour le produit ou le projet, quoi. Mais après, évidemment, liberté aux influenceurs de s'exprimer comme ils le veulent. Et s'ils ont d'autres idées, évidemment, elles sont les bienvenues. Parfait, merci beaucoup. Si vous avez le temps pour une toute petite dernière question qui est assez intéressante, est-ce que vous comptez être influenceur le reste de votre vie ou est-ce que vous avez d'autres projets? Céline? Moi, je peux répondre. J'en sais rien. Franchement, tant que ça marche pour l'instant, que j'ai des idées, que les partenariats fonctionnent bien, que j'arrive à en vivre, ben, je continue. Et puis après, j'ai appris au fait tellement de choses en faisant ça que je me dis que j'arriverai de toute façon à aller à faire autre chose ben voilà, si ça continue pas dans ce métier-là. Mais voilà, donc on verra.
Merci. Peut-être France? Alors moi, je ne me projette pas énormément dans le futur en général. J'ai d'autres projets, mais ce serait plutôt en parallèle. Donc voilà, tant que moi, en fait, c'est pas tellement, je pense, la question de pouvoir en vivre, c'est la question d'avoir envie de partager. Et tant que j'aurai envie de partager, ben, je partagerai. Si à un moment, ça demande que je fasse un autre métier, ben, voilà, ce sera comme ça. Mais si j'ai toujours envie de partager, ça, je le ferai. Mais effectivement, j'ai aussi d'autres projets sur le côté que je suis en train de développer. Mais j'en parle pas encore pour le moment. Pas de souci. On va peut-être terminer avec Justin. Oui, voilà. Ben donc, moi, en tant que petite activité complémentaire sur le côté, tant que je suis toujours inspiré et que la créativité vient et que l'envie, puisque ça prend quand même énormément de temps de chipoter avec toutes ces stories, etc. Mais j'adore. Tant que j'adore et tant que je prends vraiment du plaisir à le faire, ben bien sûr, je continuerai parce que je vois qu'il y a vraiment un chouette retour et un chouette feedback de la part de la communauté. Maintenant, quand l'envie n'y sera plus, l'envie n'y sera plus, mais pour le moment, elle y est encore. Génial. Un énorme merci pour vos interventions et pour terminer cette conférence, je laisse la parole à Natacha. Tout à fait. Donc, pour conclure ce live, je voudrais vraiment remercier nos invités pour leur intervention, mais aussi nos participants pour leur réactivité via le chat, ainsi que toute la team YouStart Bruxelles pour l'organisation et Simon van der Linden du Board national. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce concept et que vous avez eu des réponses à vos questions. Ensuite, pour les participants, on se retrouve la semaine prochaine sur Zoom à la même heure pour une deuxième conférence YouStart Live sur le thème maintenant de l'entrepreneuriat médical. Cette conférence sera organisée par YouStart Alma et toutes les informations se trouvent sur la page Facebook de l'événement. Estelle va vous mettre le lien dans le chat ainsi que les pages des influenceurs qui sont présents sur ce live. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir leur contenu, ben voilà, n'hésitez pas à cliquer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus à les laisser via le chat pour qu'on puisse s'améliorer. En tout cas, un tout grand merci à tous et passez une très belle soirée. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci bien. Ciao. Au revoir.